La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 14 mai 2024. Je l'ai titré ce matin, les actions mêmes rugissent à nouveau. Ce matin, Emmanuel Macron et Roaring Kitty m'ont sauvé la mise, pas ensemble genre Roaring Macron, mais chacun de leur côté. Ils m'ont donné de la matière pour éviter de retomber dans l'exercice déprimant qui consiste à assembler les termes bourse, inflation, taux d'intérêt, intelligence artificielle de toutes les façons possibles pour éviter de rendre la narration trop monotone. Mais je rassure les toxicos de Jérôme Powell et d'OpenAI, vous aurez quand même votre shoot quotidien un petit peu après. Le mois de mai est souvent un petit peu poussif en bourse parce que les investisseurs sortent de la combo résultat annuel résultat du T1 et qu'ils passent plus de temps à organiser des barbecues et des week-ends que des stratégies d'investissement. D'où d'ailleurs la fameuse expression sell in May and make some big apéro. Et si j'en crois les recherches d'Edward Yardeni, qui passe pour être un garçon assez sérieux, mai est le second mois le plus déprimant du siècle pour le S&P 500. Ça c'est si on fait la moyenne des hausses et des baisses sur 97 ans, on obtient moins 0,11%. Il n'y a que le mois de février qui fait pire avec moins 0,09%. Hier donc les indices ont végété autour de l'équilibre. En Europe, le CAC 40 a perdu 0,12%. Ça suffit malheureusement à mettre fin à une belle série haussière de 6 séances consécutives. Du côté du Stoxx Europe 600, on est en revanche parvenu à poursuivre la hausse. 7e progression de rang en glanant 0,02% grâce au secteur de la santé. Le secteur a été dopé par la hausse de 3% de son poids lourd Novo Nordisk assisté de ses gardes suisses Novartis et Roche en hausse d'environ 1% respectivement. Aux États-Unis, le S&P 500 a terminé à l'équilibre, encadré par un Dow Jones à moins 0,2% et un Nasdaq 100 à plus 0,2%. Il ne s'est pas passé grand-chose en surface. Face à ces variations anémiques, le chaton rugissant a réveillé les actions mêmes. C'est un petit peu pathétique, mais c'est rigolo, alors je m'autorise à ajouter ma contribution à cette frénésie imbécile. Roaring Kitty, le chaton rugissant en français, est l'influenceur américain qui avait provoqué des réactions décérébrées sur plusieurs actions américaines. Ça, c'était quand les gens se faisaient suer en confinement pendant la pandémie de coronavirus et qu'ils avaient des sous. Il avait notamment poussé l'action du magasin de jeux vidéo GameStop avec une rhétorique nostalgique et revancharde. Le titre était devenu totalement déconnecté de ses fondamentaux dans une volatilité incroyable. Et en plus, ça avait duré longtemps. Ceci dit, des gens s'étaient quand même fortement enrichis et d'autres avaient été ruinés et il y avait même un fonds de vente à découvert qui avait dû mettre la clé sous la porte si je me souviens bien. Bref, il a du poids ce gars-là. D'autres actions avaient bénéficié du même genre de traitement de sa part, dont AMC Corporation ou Tupperware. Donc, dimanche, Keith Gill, alias Roaring Kitty, a fait son retour sur le réseau X, d'abord en faisant comprendre par un dessin qu'il revenait aux affaires après 3 ans d'absence, puis en postant un montage vidéo de super-héros et en laissant entendre qu'il lancera une crypto-monnaie. Il manque juste une pointe d'intelligence artificielle pour que la hype soit totale. Eh bien, croyez-le ou non, ça a fonctionné au-delà de ce qui était envisageable et a fortiori raisonnable. À la fin de la séance américaine hier soir, GameStop a pris 74% et on parle quand même d'une boîte qui pesait 5 milliards de dollars avant le buzz. Histoire de faire bonne mesure, Tupperware a gagné 36%, AMC 78% et on a même eu un petit gain sur Hertz 12%. Aucun des 4 dossiers n'a été cité par le chaton, mais les investisseurs particuliers ont frénétiquement acheté ce qui avait fonctionné 3 ans en arrière. Et oui, on en est là en bourse. J'imagine quand même que quelques fonds de vente à découvert ont passé en revue leur position pour éviter de se faire exploser au cas où Roaring Kitty ne jette sa meute d'aficionados sur un autre dossier. Et là, je rappelle à ces fonds que la combo à éviter absolument en ce moment dans ce genre d'épisode, c'est une société qui a une marque ancienne et forte et qui serait en grande difficulté financière et qui ne vaudrait plus grand chose en bourse. Emmanuel Macron, lui, il n'a pas vanté les mérites des penny stocks françaises. Il a même plutôt mis l'accent sur les poids lourds en expliquant à Bloomberg que l'Europe a besoin de fusions bancaires transfrontalières pour exister sur l'échiquier mondial. Dans une interview, il a notamment déclaré que des établissements plus gros permettraient d'assurer un meilleur financement de l'économie et des investissements des entreprises du vieux continent. J'imagine qu'il voit les établissements français comme des consolidateurs, mais il a aussi déclaré à Bloomberg qu'il accepterait qu'une grande banque française soit rachetée par une autre banque européenne pour servir la cause communautaire. Je vous rappelle que les fusions bancaires transfrontalières sont freinées en Europe par une régulation encore disparate et par la réticence des États à perdre le petit drapeau bancaire national. La crise financière avait quand même permis quelques transactions, mais aucune méga fusion n'avait eu lieu. Le secteur a été un petit peu réveillé dernièrement par l'OPA hostile de BBVA sur Sabadell, mais il s'agit encore d'une opération interne à l'Espagne. La France compte la plus grosse banque de la zone euro par la capitalisation, c'est BNP Paribas, tandis que les 4 autres établissements
établissements suivants sont espagnols ou italiens: Santander, Intesa, Unicredit et BBVA. Sur ce sujet, l'Allemagne est à la traîne avec la méforme de ces établissements depuis 2 décennies. La Deutsche Bank n'émarge qu'au 10e rang européen par la capitalisation. Et là, je vous rappelle que les 2 plus grosses banques européennes ne sont pas dans la zone euro. Il s'agit de HSBC et UBS Group qui devancent donc BNP Paribas. Et là vient le moment où on reparle des sujets récurrents. Le marché américain croît à nouveau à une baisse de taux de la Fed en septembre. Les dernières statistiques médiocres ont contrecarré les doutes liés à la légère reprise de l'inflation. On aura un nouveau test avec un sandwich dans lequel Jérôme Powell tient lieu de tranches de jambon. Cette métaphore aussi bizarre qu'audacieuse illustre le fait que la première tranche de pain est constituée par la statistique sur l'évolution des prix à la production d'avril aux États-Unis qui sera publiée à 14h30 aujourd'hui, tandis que le patron de la Fed prononcera une allocution à 16h lors de la conférence organisée par l'Association des banquiers étrangers des Pays-Bas à Amsterdam. Quant à la seconde tranche de pain, c'est l'annonce du chiffre de l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en avril qui est attendue demain. Toute évolution haussière inattendue du PPI, les prix à la production, ferait baisser les probabilités d'un assouplissement monétaire à la rentrée et crisperait probablement le marché dans l'attente des chiffres de l'inflation demain, à moins que le discours de l'homme sandwich ne change la donne. Réponse à 16h. Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé en Ukraine pour témoigner de la solidarité des États-Unis face aux attaques russes. Anthropic, la société soutenue par Google, lance un chatbot, c'est Claude, dans toute l'Europe, et OpenAI lance un modèle d'IA plus rapide et moins cher. Apparemment, il serait capable de tailler des croupières aux assistants vocaux existants. Sur le front des résultats d'entreprise, on a quelques signatures importantes qui sont en approche aujourd'hui. Ce matin, on a eu les résultats de Bayer, d'Alcon, de Veolia ou encore de Vodafone en Europe. On attend The Home Depot, Sony ou encore Alibaba. Du côté de l'Asie-Pacifique, les parcours sont disparates ce matin et peu éloignés des niveaux de la veille. Les variations sont même inférieures à 0,2% au Japon, en Inde, en Corée du Sud et à Hong Kong à l'heure où j'enregistre, et à peine supérieures en Australie et en Chine continentale. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt baissiers. Dans l'actu du jour, en France, on a quelques résultats d'entreprise. Veolia, donc, Solution 30, Euronext, Telsat, S2I, Delta+, TGG, Delfingen, Lacroix, Eneo, Figeac, Inat, etc., etc. Beaucoup de valeurs moyennes, donc, qui publient leurs chiffres du T1 aujourd'hui. AXA et ABN AMRO vont céder Neuflize Vie à BNP Paribas. Stellantis Valley et une société chinoise spécialisée dans le cobalt cherchent à investir dans une fonderie de nickel indonésienne. Ça, c'est pour garantir l'approvisionnement de ce matériau potentiel pour les batteries selon le Financial Times. Carrefour, de son côté, chercherait un nouveau partenaire pour développer sa branche assurance en Europe. C'est une info des Échos. Et Dassault Systèmes a annoncé l'extension de son contrat avec Jaguar Land Rover. Par ailleurs, EuroAPI a nommé une nouvelle directrice financière. Ubisoft doit présenter demain le nouvel opus d'Assassin's Creed, et Sword a signé de beaux contrats avec l'Europe. S&P a relevé de négative à stable la perspective de la note crédit BBB- d'Argan. AB Science a obtenu un brevet en Europe pour des méthodes de traitement de la mastocytose sévère avec masitinib, et les solutions de SAFE sont référencées par un groupe d'hôpitaux californiens. On a aussi des actus du côté de Serinov, de groupe Berchem, de Florentez ou encore de Toner Drone. À l'international, côté résultats, donc on a déjà eu Alcon, Bayer, Brenntag, Fraport, Lonza, Petrobras ou encore Sonova. On en attend encore d'autres, vous l'avez compris. Du côté des petites news européennes, Volkswagen étudie la possibilité de vendre des actions du constructeur de camions Traton selon Bloomberg, et l'État belge, via la SFPIM, a pris 5% dans Umicore. Sur l'agenda, outre les valeurs que j'ai déjà citées, on a Flutter, Hannover Re, ENBW, Vodafone, CEZ, Porsche Automobile Holding, Rheinmetall ou encore Brenntag. Côté actu du continent américain, Booking est soumis à son tour aux nouvelles règles de concurrence de l'UE. Walmart va licencier des centaines d'employés et en délocaliser d'autres selon le Wall Street Journal, et ISS a recommandé aux actionnaires de Hess de s'abstenir de voter en faveur de la fusion avec Chevron. Uber va racheter l'activité Foodpanda de Delivery Hero à Taïwan pour 950 millions de dollars. Kraft Heinz étudierait une vente de sa division de charcuterie Oscar Mayer, et Meta explore les oreillettes assistées par l'IA dotées de caméras selon The Information. Par ailleurs, Walgreens contacte des acheteurs potentiels pour sa chaîne Boots UK selon Bloomberg. GameStop, j'en ai déjà parlé, s'envole après le retour de son porte-drapeau Roaring Kitty, et Novavax bondit encore de 50% dans le sillage de l'accord avec Sanofi après avoir déjà doublé la veille. Marathon Petroleum enfin nomme Marianne Manen CEO, et la compagnie aérienne mexicaine Grupo Aeromexico dépose une demande d'IPO aux États-Unis. C'est le cas aussi de Novelis. Sur l'agenda des publications américaines, Home Depot, Alibaba, Charles Schwab, Nu Holdings
Holdings, Sea Limited, Hydro One Limited ou encore On Holding. Du côté de l'Asie-Pacifique, la société chinoise Comac travaille à la conception préliminaire d'un nouveau gros porteur, le C939 selon plusieurs sources. Sony restructure la direction de ses principales activités dans le domaine des jeux vidéo et le promoteur chinois Agile Group ne paye pas les intérêts d'un emprunt offshore de 483 millions de dollars. Sur l'agenda des publis, on a Tencent, Sony, Bharti Airtel, On-Eye Precision, SMC, Terumo, Impex, Asahi, Nitori ou encore Sumitomo Mitsui. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture du marché européen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.